C'est un documentaire événement diffusé sur Arte, la chaîne franco-allemande, Décolonisation au pluriel. Une série documentaire de 3 épisodes de 52 minutes, 150 ans de lutte politique, intellectuelle, culturelle en Afrique et en Asie. Pour la première fois, une œuvre audiovisuelle raconte cette histoire du point de vue des colonisés eux-mêmes. Dans le MAG, nous serons avec Karim Misquet, réalisateur et co-auteur de cette série documentaire. Ce sera en deuxième partie de journal, mais d'abord place à l'actualité. L'Algérie à nouveau dans la rue. Hier, les autorités libéraient des militants de la contestation. Aujourd'hui, 46e vendredi du Irak. Et certains ex-détenus ont retrouvé la manifestation pour réaffirmer leur refus du régime. Taïba Ndiaye, un nom qui claque comme une fierté nationale au Sénégal. Ce sera le plus grand parc d'énergie éolienne d'Afrique de l'Ouest. Mais avant même sa mise en service, il est déjà une source d'inquiétude pour les riverains. Elle est femme, elle est entrepreneure et depuis 3 ans, le Made in Mali est le fer de lance de sa réussite. Namissa Sotera a créé une marque qui s'affiche fièrement sur les podiums et qui fait la promotion du coton malien. Son portrait dans ce journal. Bienvenue dans votre journal Afrique. La libération des détenus de la contestation n'y aura donc rien fait. Ce vendredi encore, comme depuis 46 semaines, les Algériens étaient nombreux dans les rues. Parmi eux, Mohamed Tajdit, un ancien détenu du Irak, libéré hier, mais qui a choisi de poursuivre le combat pour la fin du régime. Le récit d'Antoine Delpierre. Devant la prison centenaire d'El Harrach, l'attente de leurs proches, déjà bien longue pour certains d'entre eux, est devenue hier soir interminable. Jusque tard, l'un après l'autre, 51 détenus du mouvement de contestation ont franchi les grilles du pénitencier d'Alger. Au total, ils étaient 76 partout dans le pays. Des protestataires anonymes placés en détention pour leur participation à l'une des marches du vendredi, mais aussi quelques militants de longue date. Parmi eux, celui que la presse a surnommé le poète du Irak, le jeune Mohamed Tajdit, visiblement marqué par sa détention, mais toujours concerné. Faut un vrai changement et nous sommes toujours aussi déterminés. Ce n'est pas la prison qui nous fera taire. Je suis aussi porteur d'un message de la part des autres détenus, ceux qui sont coupables et qui sont en train de payer leurs dettes. Il faut voir les conditions de leur détention. Il faut que les ONG s'intéressent un peu à ce sujet. L'attroupement festif ne saurait masquer les craintes des contestataires, tout comme cette libération ne saurait cacher l'absence du changement de système qu'ils réclament. C'est quelque chose de bien, mais la façon dont ceux-là ont été arrêtés, poursuivis en justice puis libérés, tout cela montre qu'il s'agissait d'une décision politique. Et cela ne sert pas la justice, elle reste au service du régime. En ce 46e vendredi consécutif du Irak, malgré la fatigue, Mohamed a donc tenu sa promesse. Pour remercier aussi ceux qui l'ont soutenu tout au long de son emprisonnement. Depuis le début du mouvement, au fil de ses publications sur les réseaux sociaux, le jeune homme est devenu l'un des visages de la contestation, reconnu et respecté des Irakistes pour son courage et sa détermination. Mes revendications sont toujours les mêmes et sont celles du peuple algérien. Et moi, j'en fais partie. Qu'ils partent tous. On veut plus de liberté. Nous sommes pacifiques et on va le rester. Malgré son jeune âge, 25 ans, Mohamed Tajdit garde la tête sur les épaules. Il sait que sa libération est une décision politique et par conséquent provisoire. Son procès en appel doit avoir lieu le 18 janvier prochain. Au Soudan du Sud, un geste d'apaisement politique. Le président Salva Kiir a décidé de libérer 30 prisonniers et activistes. Le décret annonçant le pardon du chef de l'État a été lu hier soir à la télévision publique. Parmi les libérés figure l'économiste et activiste Peter Biar Ajak. Figure également l'entrepreneur Kerbinowol Agok. Ils avaient été condamnés pour trahison, menace à la paix et incitation à la violence. La transition politique au Soudan a été prolongée de 100 jours. Il avait été kidnappé depuis janvier 2017 en Syrie. Le photographe indépendant sud-africain Shiraz Mohamed est rentré dans son pays. Le ministère des Affaires étrangères indique avoir travaillé avec toutes les parties impliquées pour obtenir sa libération. Pour l'instant, ses proches n'ont pas souhaité communiquer.
La politique en Côte d'Ivoire, à nouveau, et ce n'en est pas terminé de l'affaire Guillaume Soro. Le candidat à la présidentielle et ancien président de l'Assemblée nationale est sous le coup d'un mandat d'arrêt international, vous le savez, pour tentative d'insurrection. Ses avocats ont donné une nouvelle conférence de presse aujourd'hui dans laquelle ils déclarent cette procédure inconstitutionnelle. On écoute. Les procédures qui ont été engagées en l'espèce contre Soro, M. Soro Guillaume, sont non seulement illégales, mais en plus inconstitutionnelles. Parce que la Constitution, du fait des qualités et du statut d'anciens chefs d'État, d'anciens chefs d'institution, d'anciens ministres, a élaboré un certain nombre de rideaux juridiques qui couvrent M. Soro Kibaferi Guillaume lorsqu'on va engager des poursuites contre lui. Taïba Ndiaye, le nom claque comme une fierté nationale, c'est celle du Sénégal à propos de son premier parc d'énergie éolienne. Ce sera l'un des plus grands parcs d'Afrique de l'Ouest, capable de produire de l'électricité propre en quantité industrielle. Seulement voilà, les habitants du village n'y trouvent pas forcément leur compte. Regardez le reportage, il est signé William Delesseux avec Oumi Diallo. Au milieu des champs, les éoliennes s'imposent à perte de vue. Taïba Ndiaye est le premier projet d'énergie renouvelable à échelle industrielle au Sénégal. Les 46 éoliennes mesurent chacune 180 mètres. Inauguré fin 2019, ce parc devrait couvrir 15% de la production d'électricité du pays. Le parc est un parc de 46 machines pour une capacité totale de 158 MW. Au total, donc la mise en marche ou la mise en service se fera en 3 phases. Mais pour les exploitants agricoles des villages alentours, ces éoliennes sont pour l'instant une source d'ennui. À Taïba Ndiaye, beaucoup de jeunes rejettent ce projet pharaonique. La centrale éolienne ne nous apporte rien de significatif. Elle a accaparé toutes nos terres autour du village. Le site affirme avoir indemnisé 410 agriculteurs à hauteur de 3 millions de francs CFA par hectare touché, soit près de 5 000 €. Cependant, la centrale n'a pas vraiment créé d'emplois au niveau local. Le directeur du parc reconnaît des ratés, mais assure que tout est fait désormais pour recruter à Taïba Ndiaye. Donc on a aujourd'hui même imposer à nos sous-traitants de faire à passer par ce processus transparent. Après ça, le processus a été respecté. Crise climatique oblige, de nombreux pays africains développent des parcs éoliens à échelle industrielle. Toutefois, les énergies renouvelables ne sont encore qu'une infime partie de la production d'électricité sur le continent. Voilà, et c'est maintenant l'heure du journal des sports et c'est le retour de Karim Baldé. Bonsoir Karim. Bonsoir Dominique. Bonne année, meilleurs vœux. Meilleurs vœux, pareillement. Bon, alors on va parler des résolutions. J'imagine que vous en avez pris beaucoup. Et puis il y a aussi les résolutions de la Fédération ghanéenne de foot, assez radicales cette année. Ah oui, là-bas, c'est l'opération Grand Nettoyage qui a été enclenchée en ce début d'année. L'ensemble des entraîneurs a été viré, tout simplement. Annonce du comité exécutif via ce tweet notamment et un communiqué laconique de 4 phrases publiées hier soir. Alors cela signifie le licenciement de tous les entraîneurs, aussi bien des U17, des U20, des U23, ainsi que des sélections A chez les femmes comme chez les hommes, et cela a pour conséquence la fin d'aventure pour Kwesi Appiah à la tête des Black Stars. Son 3e passage sur le banc s'achève seulement 6 mois après une CAN très décevante en Égypte qui s'est terminée en 8e de finale. Des changements spectaculaires décidés par le nouveau patron de la fédération ghanéenne. Il s'appelle Kurt Okraku. Il avait pris les commandes fin octobre avec un objectif, restaurer l'image d'une institution secouée par de nombreux scandales de corruption. Bon, allez, on va partir sur le terrain en Angleterre cette fois. Et c'est le duo africain Liverpool qui continue de faire parler de lui. Salah, Mané, la garantie du succès, une formule qui marche à tous les coups et notamment hier soir face à Sheffield United. C'est d'abord l'Égyptien Mo Salah qui a ouvert le score dès la 4e minute dans ce match comptant pour le championnat et ensuite il a été imité par Sadio Mané, le Sénégalais qui a marqué lui en seconde période. Victoire 2-0 du leader incontesté de Première Ligue. Seule fausse note, la rechute de Naby Keïta, le milieu guinéen, s'est blessé à l'aine lors de l'échauffement. Bon, allez, on va parler
d'un autre Africain, toujours en Angleterre, c'est l'Ivoirien Nicolas Pepe. Est-ce que le jour de l'an rime avec jour de l'avènement pour l'ancien Lillois? Sans doute. On l'espère en tout cas, et on va le voir dans les semaines à venir. Mais en tout cas, il a fait taire les critiques mercredi soir au meilleur moment lors d'un choc très attendu face à Manchester United. Un but notamment pour emmener les Gunners vers un succès 2-0 salvateur pour l'équipe du nord de Londres. Enfin, une performance à la hauteur des 80 millions d'euros misés par Arsenal sur Nicolas Pepe. C'était leur transfert record l'été dernier. Bon, tout à l'heure, vous m'avez demandé si j'aimais le golf. Oui. Alors, je ne sais pas si j'aime le golf, mais en tout cas, j'aime les champions et les championnes. Et là, c'est vraiment d'une graine de championne que vous allez nous parler en golf, et elle est nigériane. Ah oui, peut-être un futur phénomène à suivre. Son nom, Iyeneobong Essien. Comme quoi, j'y arrive. C'est la meilleure joueuse junior dans son pays et cette adolescente participe déjà à des tournois d'ordinaire réservés aux adultes. Elle gravit les échelons à grande vitesse, de quoi nourrir les espoirs d'une belle carrière et ainsi représenter un pays pas forcément connu pour le golf. Alors, est-ce qu'elle arrive, cette jeune fille? Elle arrive. Dans quelques secondes. Elle arrive dans quelques secondes. On va lui laisser le temps de se préparer. Exactement. Et ensuite, on la verra jouer. Un peu d'échauffement. Et après, on va voir ce portrait de cette golfeuse quand même qui mérite ce coup de projecteur en ce début d'année 2020. Tu as quel âge, Karim? Elle a 13 ans seulement et elle vise notamment les Jeux Olympiques de la jeunesse. Ce sera en 2022 du côté de Dakar, en plus en Afrique. Ça tombe bien. Allez, on regarde. Au milieu des grandes dames, Iyeneobong Essien apparaît telle une enfant prodige, la seule à pouvoir prétendre à l'Open féminin senior d'Abuja. Ce jour-là, elle termine 10e sur 177 concurrentes. Résultat remarquable pour cette golfeuse âgée de 13 ans. Dans ce jeu, vous êtes en compétition contre vous-même et pas contre les autres joueurs, ce qui est très excitant. Son histoire d'amour avec la petite balle blanche commence dès l'âge de 5 ans. J'ai vu un garçon jouer, je voulais prendre ses clubs, mais mon père a refusé. Alors il m'a demandé si je voulais jouer et j'ai dit oui. Il m'a acheté des clubs et a demandé qu'un professionnel vienne me former. Très vite, Iyene collectionne les médailles à travers le monde. Déjà 17 récompenses en Afrique, mais aussi en Europe et aux États-Unis. Compte tenu de son jeune âge, elle doit jongler entre l'école en semaine et les entraînements pendant le week-end, sous l'œil attentif de ses parents. Économiste de profession, le père d'Iyene fait office de mentor sur les greens. Il croit au potentiel de sa fille. Elle a encore une certaine marge de progression et je pense qu'à l'âge de 15 ans, elle sera mature pour conquérir le monde du golf. Classée numéro 1 au Nigeria chez les moins de 18 ans, Iyeneobong Essien visera les sommets dès les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2022. Première étape avant de rêver à une carrière professionnelle. Merci beaucoup, Karim. On vous retrouve demain donc, pour une autre chronique des sports. À demain. À demain. Elle a décidé de faire du Made in Mali le fer de lance de sa réussite. Depuis 3 ans, Namissa Sotera affiche fièrement sa marque Ikalouk sur les podiums de mode. Ce sont des créations 100% fabriquées avec du coton malien et travaillées sur place. Et sa petite entreprise emploie maintenant déjà 14 personnes. Regardez son portrait, il est signé d'Arika Linglopi. Voilà, ça fait partie de la nouvelle collection. Dans ces cabines d'essayage, les clientes se succèdent. Namissa So est créatrice de mode et à Bamako, ses tenues font fureur. Bonjour. Bonjour Namissa, ça va? La jeune entrepreneuse souhaite mettre en valeur les productions locales. C'est chose faite avec sa collection baptisée Bara, travail en Bambara. C'est une collection qui est faite, on va dire, à 100% de coton malien, parce que c'est Bara. Et la collection est inspirée du filet, de jean, de djembé, de la culture bobo, on va dire. Ces modèles inspirés de la culture malienne, conçus et produits sur place, Namissa So en a fait un argument de vente et cela séduit sa clientèle. J'apprécie les matières utilisées, je trouve que c'est gai et je trouve que ça correspond vraiment à mon style. Et quand je porte Ikalouk en dehors du Mali, je sens que je représente réellement le Mali. Derrière ces tenues, il y a le coton malien. Le pays en a produit 700 000 tonnes en 2018, mais la transformation sur place est minime. Seuls 2% de l'or blanc malien est transformé sur le territoire. Alors mettre en avant cette production, Namissa So y tient. Ce qui me motive dans ce domaine-là, dans ce secteur, c'est vraiment la création d'emplois.
c'est la création d'emplois, c'est la mise en valeur de la main-d'œuvre d'ici. Et pour marquer le coup, la jeune femme de 34 ans a organisé un défilé. La femme moderne malienne, elle est comme moi, elle est comme toutes mes clientes. En matière d'habillement, elle a envie de porter des vêtements qui ont une histoire, une authenticité. Une authenticité et un style 100% malien que Namissa Sow souhaite exporter. La créatrice s'est déjà fait connaître au-delà des frontières du pays. Voilà, et c'est la fin de la première partie du Journal Afrique. Place au MAG. C'est un documentaire événement diffusé sur Arte, la chaîne franco-allemande Décolonisation au pluriel, série documentaire de 3 épisodes de 52 minutes, 150 ans de lutte politique, intellectuelle, culturelle en Afrique, en Asie. Et pour la première fois, une œuvre audiovisuelle raconte cette histoire du point de vue des colonisés eux-mêmes. Nous sommes avec Karim Misquet, réalisateur, co-auteur de cette série documentaire. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Alors, c'est la première fois, je disais, qu'on réalise en France un documentaire aussi fouillé et surtout que c'est réalisé du point de vue des colonisés. Pourquoi est-ce que c'était nécessaire, selon vous ? C'était nécessaire parce qu'on est arrivé à une autre période de l'histoire. Et alors, bon, il y a différentes raisons. Au niveau français, en tout cas, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des descendants de cette histoire, des descendants des colonisés qui sont venus ici après les indépendances ou certains avant, et qu'il y a besoin d'écrire une histoire commune. Mais en fait, c'est nécessaire aussi pour ceux qui sont descendants des colonisateurs, parce qu'il faut aussi pouvoir se libérer de ce passé et le regarder pour pouvoir avancer tout simplement. L'apprentissage, la libération, le monde est à nous, ce sont les titres des 3 épisodes. On va tout de suite regarder un extrait du premier épisode. Le regard du maître. Comment tu fais quand il est entré en toi? Quand depuis tout petit, les missionnaires te serinent que tu es différent des autres, que tu incarnes l'avenir de ton pays. Comment tu fais, hein, pour ne pas te faire griser par de si douces paroles, pour ne pas t'imaginer supérieur à tes sœurs et à tes frères, toi que le blanc a choisi d'élever jusqu'à lui, ou presque. Le regard, pour vous, est-ce que c'est ça, le fond même de la colonisation, un système d'emprise totale, politique, économique, culturelle, intellectuelle ? Oui, c'est un système d'emprise, un système d'aliénation, parce que pour que la colonisation puisse fonctionner, il faut arriver à enlever à l'autre, c'est-à-dire aux colonisés, à ceux qu'on appelait les indigènes, une partie, voire la totalité de ce qui fait d'eux des êtres humains, de leur humanité. Parce que sinon, si on est dans un système d'égalité, la colonisation est impossible. Donc il faut nier l'autre dans son humanité, il faut le rabaisser sans cesse et le persuader qu'il est un inférieur. Et donc tout le mouvement de décolonisation, et c'est pour ça que c'était nécessaire de le prendre du point de vue de ceux qui se libèrent, c'était de suivre pas à pas comment ils s'y sont pris pour récupérer justement leur humanité, leur image d'eux-mêmes, et ensuite arriver à s'opposer aux colons. Alors, on voit bien, notamment dans le premier épisode de cette série, que finalement, le mouvement anticolonial était vraiment une lame de fond transnationale. On voit ça sur tous les continents, alors que pendant longtemps, en tout cas quand on regarde l'histoire telle qu'elle a été écrite, pendant longtemps, on avait l'impression de luttes plus ou moins éclatées aux 4 coins du monde. Est-ce que c'est ça aussi? Est-ce que ça fait aussi partie des choses qui ont permis au système de perdurer aussi longtemps? Oui, bien sûr, il y avait une volonté de séparer effectivement les colonies ou les différentes parties de l'Empire les unes des autres. Nous, ce qu'on a voulu faire donc avec l'historien qui est également co-auteur, c'est important de le souligner parce que souvent les historiens sont simplement des conseillers, on va dire. Enfin, simplement, c'est un rôle important, mais là, il a vraiment beaucoup plus donné de lui-même. Donc, Pierre Saint-Garavelou, et donc avec Marc Ball qui est le co-réalisateur avec moi-même, on a voulu
utiliser, disons, cette nouvelle vision de l'histoire qui est pourtant toute simple et qui devrait être évidente, qui est d'une histoire globale, une histoire connectée, c'est-à-dire le fait de relier. Il n'y a pas un pays dans le monde ou un territoire qui existe tout seul sans être relié aux autres. Et c'est pareil pour les anciennes colonies. Donc c'est vrai que dans ce mouvement de libération, l'un des premiers moments déterminants, ça a été par exemple la conférence anti-impérialiste de Bruxelles en 1927, où tout d'un coup des gens de l'ensemble du monde colonisé viennent, se réunissent à Bruxelles, paradoxalement, dans une capitale impériale, et échangent leurs différentes expériences. Il y a Nehru qui vient de l'Inde, Mohamed Hatta qui vient d'Indonésie, Messa Ali Hadj qui vient d'Algérie, Lamine Senghor qui est un personnage aujourd'hui malheureusement oublié, qui était un grand révolutionnaire sénégalais. Et donc tous ces gens-là se connectent, échangent leurs expériences et avancent et posent les bases d'une nouvelle forme de lutte. Alors, vous exhumez aussi d'une certaine façon des personnages qui sont méconnus, hein, notamment des personnages de la lutte contre les idées coloniales et racistes, comme par exemple l'anthropologue haïtien Anténor Firmin, qui est un personnage très intéressant. Racontez-nous. Anténor Firmin, c'est vraiment un personnage extraordinaire que nous a amené justement Pierre Saint-Garavelou. Moi, personnellement non plus, je ne le connaissais pas, et pour cause, c'est-à-dire qu'il a été finalement effacé de l'histoire, et pas en Haïti évidemment, où les gens ont gardé sa mémoire. Donc c'était un Haïtien, il vient à Paris et il a en fait cette idée de démonter tous les mythes qui permettent à la suprématie blanche de s'exercer sur les autres peuples, et notamment sur les Noirs. Alors, il est anthropologue à la Société française. Il rentre à la Société d'anthropologie de Paris, ce qui est quand même incroyable. L'élite de l'élite, quand même, de l'anthropologie. Tout à fait, mais il faut savoir que l'anthropologie à l'époque, c'est pas ce qu'on appelle anthropologie aujourd'hui. C'est une pratique vraiment explicitement raciste. C'est-à-dire que le but, c'est de démontrer la supériorité des Blancs sur tous les autres peuples. Et ils font ça en mesurant des crânes. Et donc, c'est extraordinaire. Anténor Firmin, qui est un Noir de Haïti, arrive à rentrer dans la Société d'anthropologie, où qu'est-ce qu'on fait? On mesure des crânes d'autres Noirs venus de toutes les colonies pour prouver qu'ils sont moins intelligents que les Blancs. Et en fait, ce qui montre, c'est que les résultats ont été falsifiés. Il écrit un livre qui s'appelle De l'égalité des races humaines. Alors maintenant, voilà, évidemment, j'ai oublié le titre exact, mais enfin bon, pour une anthropologie positive, donc il démontre que ces résultats, ces résultats compilés par notamment Paul Broca, ont été totalement falsifiés, et donc c'est un personnage qui est encore jusqu'aujourd'hui méconnu et qu'on redécouvre à la faveur de ce documentaire. Alors on voit aussi dans ce documentaire comment, dès le début de l'entreprise coloniale, il y a eu des oppositions fortes dans les pays colonisateurs eux-mêmes. Hein. Je pense à la Britannique Alice Seeley Harris, par exemple. Et un de vos postulats également dans ce documentaire, c'est qu'en réalité, cette décolonisation, eh bien, elle n'est pas encore complètement achevée. On va regarder un extrait. Et voilà que tu te retrouves assis dans ce salon. Derrière les fenêtres, il fait gris et froid. Mais ça ne perturbe pas tes parents. Ils sont venus avec leur religion, leur culture, leur histoire glorieuse, et ils ont bien l'intention de te les transmettre sans rien y changer. Tu les regardes, et tu te demandes s'ils comprennent quelque chose à ta vie, s'ils se souviennent que toi, tu as grandi ici, et qu'ici, quand tu es jeune et que tu n'es pas blanc, c'est la merde. You know, I hear a lot of these men talking about repping their ends, being from the ends. What do you really know? Le regard qui est porté aujourd'hui en Europe sur les enfants d'immigrés, est-ce que ce sont des survivances du regard colonial ? Oui, en bonne partie, évidemment, ce sont des survivances du regard colonial pour une raison simple. On ne peut pas pendant des décennies avoir considéré qu'effectivement il y avait une race qui était supérieure aux autres, à des peuples, donc les peuples européens en l'occurrence, qui étaient supérieurs aux peuples d'Asie et surtout d'Afrique, parce que c'est envers l'Afrique subsaharienne que le préjugé racial était le plus fort. Bon, quoique on voit bien avec des écrits sur l'Algérie que c'était aussi très très fort, et on voit bien les conséquences que ça continue d'avoir aujourd'hui. Donc ces choses-là, je veux dire, les peuples ont une mémoire, ont un inconscient, donc on ne peut pas pendant des décennies enseigner aux gens dans toutes les écoles qu'ils sont supérieurs aux indigènes et imaginer qu'au lendemain de la colonisation, tout d'un coup, ces préjugés disparaissent. Ça n'a pas de sens. D'où la nécessité de décoloniser les regards également. Et d'ailleurs, vous parlez dans ce documentaire de l'essor de l'industrie cinématographique, Nollywood, comme d'une façon, finalement, de continuer de poursuivre, entre autres, le processus de décolonisation, en se réappropriant un imaginaire.
Oui, tout à fait, parce qu'au Nigeria, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait des problèmes, avec le FMI, il n'y avait plus d'argent. Ils ont dit, c'est pas grave, on prend une caméra VHS, on fait des films avec. Et ils ont produit énormément de films, et tout d'un coup, c'était leur imaginaire. Et en fait, leur imaginaire a tellement bien réussi qu'aujourd'hui, on le voit avec le succès de quelqu'un comme Burna Boy, par exemple, mais de toute façon, le succès de toute la cinématographie de Nollywood, ça va même jusqu'à influencer maintenant d'autres cinématographies, y compris occidentales. Donc en fait, il faut se décoloniser pour arriver réellement et décoloniser ce regard pour arriver à devenir les égaux des autres. C'est assez rare en France que la question de la décolonisation soit traitée avec un ton aussi libre, aussi engagé. Est-ce que ça a été difficile de trouver un producteur et de trouver un diffuseur ? Non, à vrai dire, l'idée était venue du producteur et du diffuseur. Donc je pense qu'il y a aussi une attente et une demande. Je crois que ce regard, en fait, qui a nié l'humanité des peuples indigènes, il pèse sur tout le monde aujourd'hui. Et que c'est pas non plus, et que beaucoup d'Européens aussi veulent s'en débarrasser. Donc peut-être qu'on arrive à une nouvelle époque de ce point de vue-là. On peut l'espérer. Mais il y a aussi beaucoup de résistance, bien évidemment. Toujours beaucoup de résistance, comme le montrent les débats, toujours fréquents et passionnés sur le rôle de la colonisation. Peut-être une dernière question. Vous avez travaillé également avec des diffuseurs des pays du Sud, notamment la radio-télévision sénégalaise, qui a, je crois, coproduit cette série. C'était une volonté affirmée pour vous de travailler avec les pays du Sud, ou c'est simplement un moyen comme un autre de boucler le financement? Ou alors il y a vraiment une volonté de travailler avec les pays anciennement colonisés? Non, pour moi, c'était réellement une volonté de coproduire avec une chaîne du Sud, notamment du Sénégal. Moi, j'ai fait mes études aussi au Sénégal, au CESTI, donc il y avait quelque chose d'affectif de ce point de vue-là. Là, je viens de faire une avant-première à Nouakchott et Pierre Sangaravelou vient de faire une avant-première à Pondichéry. Donc pour nous, c'est réellement un film qui concerne tout le monde et qui doit être vu et diffusé autant ici en Europe qu'en Afrique ou en Asie, dans les pays concernés. Karim Misquet, réalisateur, co-auteur de la série documentaire Décolonisation avec Pierre Sangaravelou et Marc Ball. Deuxième volet diffusé mardi 7 janvier sur la chaîne franco-allemande Arte à 19h50, temps universel, et diffusé en avant-première en ce moment sur le site internet d'Arte. Documentaire absolument passionnant à regarder en famille pour édifier les jeunes générations. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci. Merci à vous. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À demain.